Je me tenais à l'entrée de la plus luxueuse salle de bal de la ville, vêtue de la seule robe de soirée que j'avais réussi à m'offrir, après 12 mois d'efforts. Les lumières des lustres en cristal se reflétaient sur le sol de marbre comme des étoiles filantes, et la douce mélodie du quatuor à cordes flottait dans l'air, mêlée au parfum précieux des femmes qui passaient près de moi sans me remarquer. J'avais travaillé dans cette entreprise pendant 23 ans. 23 ans à arriver avant tout le monde, à partir après tout le monde, à porter tous les projets sur mes épaules tandis que d'autres s'attribuaient le mérite. Mais ce soir-là, pour la première fois, je n'étais pas là comme l'employé invisible qui organisait des tableurs et résolvait des problèmes dans l'ombre. J'étais là comme une invitée. Mon nom figurait sur la liste. J'avais pleinement le droit d'être à ce bal. Du moins, c'est ce que je croyais. À peine avais-je franchi la porte que je sentis la main ferme de mon patron sur mon bras. Ce n'était pas une caresse. C'était le genre de caresse qui signifie « stop ». Je me tournai vers lui avec un sourire poli, croyant encore à une salutation, peut-être un mot de remerciement pour le projet que j'avais sauvé la semaine précédente. Mais ce que je lus sur son visage n'était pas de la gratitude. C'était du malaise. C'était du dégoût déguisé en surprise. « Tu n'as rien à faire ici », dit-il, assez bas pour que je sois la seule à l'entendre, mais assez fort pour que les deux femmes à côté de moi se détournent discrètement. Regardez cette vidéo, car la suite a tout changé. Mon cœur ne s'est pas emballé. Pas tout de suite. D'abord, un silence intérieur, cet étrange instant où le cerveau peine encore à assimiler ce qu'il a entendu. Je l'ai regardé, attendant une explication, une justification, peut-être même une rétractation gênée. Rien. Il a gardé les yeux fixés sur moi, comme s'il demandait à un enfant désobéissant de retourner dans sa chambre. Cet événement est réservé au directeur et aux partenaires stratégiques, poursuivit-il en ajustant sa cravate comme s'il avait besoin de s'occuper les mains pour garder son calme. Vous comprenez? C'est une question de prestige. Profil. Ce mot me blessait plus que n'importe quelle insulte directe. Parce que je savais exactement ce qu'il signifiait. Ce n'était pas une question de position. Ce n'était pas une question de hiérarchie. C'était une question de couleur de peau, de mes 56 années de rides authentiques, du fait que je ne correspondais pas à l'esthétique qu'il voulait afficher dans ce hall de cristal avec du champagne importé. Combien de fois avez-vous eu le sentiment que, peu importe vos efforts, ce ne serait jamais suffisant pour certains endroits? J'ai pris une profonde inspiration. Je n'allais pas pleurer. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir m'effondrer là, devant tous ces visages pâles qui feignaient maintenant de ne pas m'écouter alors qu'ils ne faisaient manifestement pas exception. J'ai esquissé un sourire et j'ai simplement dit « Je comprends ». 2 syllabes. Rien de plus. J'ai tourné le dos et j'ai commencé à marcher vers la sortie, sentant le poids de leurs regards comme des aiguilles dans mon dos. Mais quelque chose s'est passé pendant que je marchais. Ma main effleura le petit sac que je portais en bandoulière, et à l'intérieur, je sentis l'enveloppe. Celle que j'avais gardée par précaution, sans savoir encore si j'aurais besoin de l'utiliser. À l'intérieur se trouvait la preuve. La preuve de quelque chose que j'avais découvert 3 semaines plus tôt, quelque chose qui pouvait anéantir la réputation de mon patron, de l'entreprise, de tout ce qu'ils avaient bâti sur des mensonges habilement dissimulés. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris, je n'allais pas partir. Pas comme ça. Pas en restant invisible, me contentant des miettes et des humiliations avec un sourire poli. Je me suis arrêté. Je me suis retourné lentement. Et j'ai fixé mon regard sur la scène au centre de la salle, où, 40 minutes plus tard, se déroulerait la cérémonie de remise des prix « Valeurs de l'entreprise ». Souriez. Cette fois, un vrai sourire. Car je savais quelque chose que mon patron ignorait. Mon nom ne figurait pas seulement sur la liste des invités, mais aussi sur la liste des intervenants. Ce que personne ne vous dit sur l'humiliation, c'est qu'elle a une odeur. L'odeur d'un parfum coûteux mêlé de mépris. L'odeur d'un tapis trop propre, de fleurs importées, de tout ce qui a été fait pour vous rappeler que vous n'aviez rien à faire là. En retournant dans ce hall, après m'être arrêté à mi-chemin, j'ai senti cette odeur m'envahir les narines comme un souvenir tangible de toutes les fois où l'on m'avait rabaissé. Mais cette fois, quelque chose avait changé. J'avais changé. Je me promenais lentement entre les tables rondes recouvertes de nappes blanches, où les cadres riaient bruyamment et où leurs épouses ajustaient leurs colliers de perles tout en feignant de s'intéresser aux conversations. Personne ne me regardait directement. Jamais. C'était toujours ce regard en coin, cette brève reconnaissance suivie d'un regard fugace, comme si je faisais partie du décor et ne méritais aucune attention. Pendant 23 ans, j'ai endossé ce rôle. La femme qui résolvait les crises à 3 heures du matin.
Celle qui dissimulait les erreurs des managers incompétents. Celle dont le nom n'apparaissait jamais dans les courriels de remerciement. J'ai pris une coupe de champagne sur le plateau qu'un serveur m'a tendu. Non pas par soif, mais pour tenir quelque chose entre mes mains, avoir une raison de rester, de déambuler, d'observer. J'avais besoin de temps. 40 minutes de plus. 40 minutes avant de monter sur scène et de montrer à tous ceux qu'il n'y avait rien à faire. J'ai aperçu mon patron de l'autre côté de la pièce, en pleine conversation avec le PDG et 2 investisseurs que j'avais reconnus sur des photos internes. Il riait, gesticulait et semblait parfaitement détendu. Comment aurait-il pu en être autrement? Pour lui, le problème était réglé. L'employé indélicat avait compris et allait bientôt partir. Il pouvait enfin profiter de sa soirée sans que cette présence importune ne vienne gâcher l'ambiance. Mais en l'observant, j'ai remarqué quelque chose. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il a pris le verre. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Et lorsqu'un des investisseurs a posé une question, il a pris une seconde de plus pour répondre, comme s'il pesait chaque mot. Il était nerveux. Pas à cause de moi, pas encore. Il était nerveux parce qu'il savait que toute la présentation de la soirée reposait sur des chiffres. Des chiffres qu'il prétendait avoir vérifiés personnellement. Des chiffres que, en réalité, j'avais vérifiés. Des chiffres qu'il avait plagiés de mon rapport et présentés comme son propre travail. Avez-vous déjà vécu ce moment où vous réalisez que vous n'êtes pas seulement face à une personne, mais face à un système entier construit pour vous rendre invisible? C'est ce que j'ai ressenti là, au milieu de ce hall doré. Ce n'était pas seulement à cause de mon patron. C'était à cause de toutes ces fois où j'avais été interrompu en réunion. Toutes ces fois où mes idées avaient été ignorées jusqu'à ce qu'un homme blanc les répète. Toutes ces fois où on m'avait demandé de faire le café alors que j'étais la seule à avoir un MBA. Toutes ces micro-agressions déguisées en blagues, en erreurs innocentes, en « ce n'est pas ce que je voulais dire ». Et l'enveloppe dans mon sac pesait comme une arme chargée. 3 semaines plus tôt, j'étais resté tard au bureau pour terminer le rapport trimestriel. Tout le monde était déjà parti. Le silence régnait. Seul le bourdonnement de la climatisation et la lueur bleutée des écrans d'ordinateur encore allumés se faisaient entendre. En passant devant le bureau de mon patron pour éteindre la lumière qu'il oubliait toujours d'éteindre, je l'ai vu. Le tiroir entrouvert. Les documents éparpillés sur le bureau. Et au milieu, des courriels imprimés. Des courriels échangés entre lui et le directeur financier au sujet d'un détournement de fonds dissimulé dans les rapports. Ce n'était pas une petite somme. C'était le genre d'argent qui finance des « voyages d'affaires » dans des complexes hôteliers des Caraïbes. Le genre d'argent qui sert à rénover des maisons de campagne. Le genre d'argent qui, s'il était découvert, entraînerait non seulement un licenciement, mais aussi des poursuites pénales. J'ai tout photographié avec mon téléphone portable. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait la chamade. Je conservais les preuves comme on garde un secret qui pourrait exploser à tout moment. Et là, à ce bal, tandis qu'il riait et trinquait avec des gens qui ignoraient tout de sa véritable identité, je savais que dans moins de 40 minutes, son monde s'écroulerait. Car cette cérémonie de remise de prix n'était pas qu'une simple distribution de trophées symboliques. Elle était retransmise en direct dans toutes les succursales de l'entreprise. Enregistrée. Partagée. Et moi, l'oratrice surprise de la soirée, invitée par le service des ressources humaines à parler des « éthiques et de transparence en entreprise », je n'avais que 7 minutes de temps de parole. 7 minutes pour dire la vérité. C'est pourquoi tant de gens choisissent de rester ici, suivant chaque révélation, car ils savent que la justice la plus douce ne vient pas des cris ou des scandales immédiats, mais de la stratégie, de la patience et du moment parfait pour jouer carte sur table. J'ai jeté un coup d'œil discret à l'horloge. 35 minutes. J'ai pris une gorgée de champagne. Il était tiède, fade, mais je tenais le verre comme un accessoire. Autour de moi, les conversations superficielles continuaient. Des rires forcés. Des compliments creux. Et moi, j'étais là, au milieu de tout ça, invisible comme toujours. Mais cette fois, l'invisibilité était mon allié. Parce que personne ne prête attention à la femme qui n'a rien à faire là. Et personne n'imagine qu'elle pourrait être celle qui va tout changer. Je me suis assis sur une chaise vide au fond de la salle, à l'abri des projecteurs et des tables principales où prenaient place les personnalités importantes. De là, j'avais une vue imprenable. La scène illuminée au centre. Les caméras stratégiquement placées pour capturer chaque angle. L'équipe technique qui procédait au dernier réglage des micros. Et mon patron, toujours là, à arpenter les allées, jouant toujours le rôle du dirigeant exemplaire, persuadé que la soirée lui appartenait.
J'aurais dû être en colère. C'est l'émotion attendue, n'est-ce pas? La femme humiliée, bouillonnante de haine, prête à exploser de rage. Mais ce n'était pas ce que je ressentais. C'était quelque chose de plus froid, de plus calculé. C'était le sentiment de quelqu'un qui avait enfin compris les règles du jeu et qui avait décidé de jouer mieux que tous les autres. Pendant des années, j'ai joué franc jeu tandis qu'ils trichaient. J'ai respecté les règles tandis qu'ils inventaient des exceptions. Je suis restée silencieuse tandis qu'ils me coupaient la parole. Pas plus. J'ouvris le sac et touchai de nouveau l'enveloppe. Les pages à l'intérieur bruissaient légèrement, comme si elles murmuraient des secrets que personne d'autre ne connaissait. À l'intérieur, 8 pages de preuves. Des emails. Des relevés bancaires. De fausses factures. Des virements vers des comptes offshore. Tout était imprimé, tout était documenté, tout était irréfutable. J'ai passé des semaines à vérifier chaque détail, à recouper chaque information, à m'assurer qu'il n'y avait aucune place pour les excuses ou les justifications. Parce que je savais que lorsqu'on est une femme noire de 56 ans qui accuse un homme blanc riche et influent d'une quarantaine d'années, on ne peut pas être sûr à 99%. Il faut être sûr à 100%. Et des témoins. Et des preuves que même un avocat coûteux ne pourrait réfuter. La salle commença à se remplir. Les gens prirent place lentement. Les serveurs débarrassèrent les verres vides et ajustèrent les chaises. Les lumières s'atténuèrent légèrement, créant l'atmosphère d'un événement important sur le point de commencer. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains restaient immobiles. Respiration contrôlée. Posture droite. J'avais répété cela mentalement tant de fois qu'il me semblait impossible de me tromper. J'ai aperçu une des organisatrices s'approcher avec un bloc-notes. Elle m'a reconnu et m'a souri, ce sourire professionnel qui ne laisse rien transparaître d'autre que l'efficacité. « Vous êtes l'oratrice à 19h30, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé en vérifiant quelque chose sur la liste. J'ai acquiescé d'un signe de tête. « Parfait, vous passez juste après la présentation du PDG. 7 minutes, comme convenu. Le sujet est l'éthique en entreprise, c'est bien ça ?» J'ai confirmé une nouvelle fois. Elle m'a donné une carte d'accès aux coulisses et est allée s'occuper d'autre chose. 7 minutes. 420 secondes pour défaire des années de mensonges. Mon patron s'est finalement assis à la table d'honneur, à côté du PDG et des autres directeurs. Il a ajusté sa veste, a rapidement consulté son téléphone et a bu une gorgée d'eau. Il semblait détendu, confiant. Comment aurait-il pu en être autrement? Dans son esprit, les chiffres qu'il m'avait volés seraient présentés comme le fruit de son travail exceptionnel. Le conseil d'administration applaudirait. Les investisseurs seraient impressionnés. Et lui, une fois de plus, gravirait les échelons en écrasant ceux qui abattaient le vrai travail, tout en restant dans l'ombre. Mais il y avait quelque chose qu'il ignorait. Lorsque le service des ressources humaines m'a invité à parler d'éthique, ce n'était pas un hasard. Quelqu'un, quelque part dans la hiérarchie, soupçonnait quelque chose. Pas précisément une fraude, mais un décalage entre ce qu'il avait présenté et la réalité. Et lorsqu'ils ont proposé mon nom, pensant sans doute que je prononcerais un discours générique et inspirant sur les valeurs d'entreprise, j'ai accepté. J'ai accepté en sachant que cette invitation était l'opportunité que j'attendais depuis des années. Les lumières s'éteignirent complètement. Un projecteur illumina le centre de la scène. La musique de fond s'arrêta. Un silence pesant envahit la salle. Puis, le PDG monta sur scène sous des applaudissements polis. Le discours d'ouverture commença. De belles paroles sur le succès, la croissance, l'engagement envers l'excellence. Je les entendais comme un bruit de fond, mon esprit concentré uniquement sur la suite. Avez-vous déjà été si près d'un moment décisif que vous pouviez en sentir le poids dans votre poitrine, comme si tout l'avenir dépendait des prochaines minutes? J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Tous les regards étaient tournés vers la scène. Certains bâillaient discrètement. D'autres consultaient leur téléphone portable sous la table. Personne ne me prêtait attention, moi, la femme assise au fond, seule, invisible comme toujours. Et c'est dans cette invisibilité que j'ai compris mon plus grand atout. Car quand on n'est pas vu, on peut se déplacer librement. On peut planifier sans être questionné. On peut préparer le coup parfait pendant que tout le monde sous-estime nos capacités. Pendant des années, j'ai été traité comme si ma présence était une faveur. Comme si mon travail avait moins de valeur parce qu'il était l'œuvre de mains noires et expérimentées. Comme si mes paroles avaient moins de poids parce qu'elles sortaient d'une bouche qui ne correspondait pas à l'image qu'il se faisait de l'entreprise. Mais ce soir-là, pour la première fois,
Toute cette invisibilité allait se transformer en force. Le PDG termina son discours. Nouvelle salve d'applaudissements. Il présenta quelques chiffres clés, remercia l'équipe, fit une plaisanterie interne qui provoqua des rires forcés. Puis il prononça les mots que j'attendais. Et maintenant, pour aborder un sujet fondamental pour notre entreprise, l'éthique et la transparence, j'invite sur scène la dame qui a consacré plus de 20 ans de sa vie professionnelle à notre organisation. Mon nom résonna dans le système de sonorisation. Je me suis levé. J'ai ajusté ma robe. J'ai pris mon sac à main. Je me suis dirigé vers la scène sous des applaudissements polis. J'ai gravi les 3 marches. J'ai senti la chaleur des projecteurs sur mon visage. J'ai vu les caméras braquées sur moi. Et lorsque j'ai atteint le centre de la scène, lorsque j'ai pris le micro et que j'ai regardé ce public surpris, certains même déconcertés de ne pas me reconnaître comme une personne importante, j'ai vu mon patron. Il était pâle. Complètement pâle. Comme s'il avait vu un fantôme. Car à ce moment précis, il a compris. Il a compris que je n'étais pas parti. Il a compris que j'étais là, au cœur de tout, un micro à la main et 7 minutes d'attention garantie. Et il n'a pas pu m'arrêter. J'ai pris une profonde inspiration. Le micro était froid dans ma main, et le silence qui emplissait la salle avait une texture, une densité, presque palpable. Des centaines de regards étaient rivés sur moi. Certains curieux. D'autres impatients. La plupart indifférents, attendant simplement que je termine rapidement ce discours bureaucratique sur l'éthique pour pouvoir reprendre leur conversation et leur coupe de champagne. Mais un autre regard se posait sur moi. Celui de mon patron. Assis à la table principale, il était raide comme un piquet, les doigts crispés sur la serviette en tissu comme si c'était le seul point d'ancrage dans un monde qui s'effondrait. Il ne savait pas encore exactement ce que j'allais dire, mais quelque chose en lui, un instinct de survie primitif, avait déjà déclenché une alarme. Elle sourit. Un petit sourire, presque imperceptible pour ceux qui étaient loin, mais parfaitement visible pour lui. « Bonsoir », commençai-je, et ma voix résonna fermement dans le système de sonorisation. Je m'appelle Elena Ferreira et je travaille dans cette entreprise depuis 23 ans. Certains d'entre vous me connaissent. La plupart non. Et ce n'est pas grave. Car depuis tout ce temps, mon rôle a été précisément celui-ci. Être la personne que personne n'a besoin de connaître, mais sur laquelle tout le monde compte quand les choses tournent mal. Quelques rires discrets. Des hochements de tête. Les gens commençaient à se détendre, pensant qu'il s'agirait simplement d'une histoire motivante sur les rouages de l'entreprise. Parfait. Laissons-les se détendre. Laissons-les baisser leur garde. J'ai été invité à parler d'éthique et de transparence. 2 beaux concepts, n'est-ce pas? Des mots qui font bonne figure dans les présentations, les énoncés de mission, sur les plaques accrochées au mur des bureaux. Mais aujourd'hui, je vais parler de ce qui se passe lorsque ces mots ne sont que décoration. Lorsque l'éthique devient performance. Lorsque la transparence n'est qu'un filtre qui ne laisse passer que la lumière qui nous arrange. Le silence avait changé de nature. Il était devenu plus attentif, plus tendu. Je sentais ce changement dans l'air, comme cet instant avant l'orage où même les oiseaux cessent de chanter. J'ai vu mon patron se remuer sur sa chaise. Il a échangé un rapide coup d'œil avec le PDG, qui a légèrement froncé les sourcils, toujours perplexe. À côté d'eux, le directeur financier a pris une grande gorgée de vin, les yeux rivés sur moi avec une expression que je n'ai pas réussi à déchiffrer. Nervosité? Curiosité? Ou savait-il lui aussi quelque chose? Il y a une histoire qui m'a toujours marqué, ai-je poursuivi en traversant la scène de quelques pas, laissant le micro capter chaque mot distinctement. C'est l'histoire d'une femme qui a consacré sa vie à construire quelque chose. Elle se levait avant l'aube, restait éveillée tard à analyser les chiffres, à résoudre les crises, à s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Et savez-vous ce qu'elle a obtenu en retour? Le privilège de rester invisible. De voir les autres s'attribuer le mérite de son travail. D'entendre des plaisanteries sur le fait qu'elle devrait être reconnaissante d'avoir ce travail, comme s'il s'agissait d'une faveur et non d'un juste échange de compétences contre un salaire. C'est à ce moment précis que beaucoup ressentent le besoin de soutenir ce parcours, laissant une trace silencieuse de leur émotion face au message, car ils reconnaissent dans ces mots quelque chose qu'ils ont vécu ou dont ils ont été témoins en silence. Je fis une pause. Je laissai le silence retomber. Certains échangèrent des regards. D'autres se remuèrent sur leurs chaises, visiblement mal à l'aise. Mon patron était blanc. Pas pâle. Blanc. Comme si tout le sang avait quitté son visage d'un coup. Mais ce qui fait vraiment mal, ce n'est pas le travail invisible, dis-je plus lentement,
chaque mot choisi avec une précision chirurgicale. Ce qui fait mal, c'est de découvrir que cette invisibilité n'était pas accidentelle. Elle était délibérée. Qu'on vous maintenait dans l'ombre parce que votre lumière dérangeait. Parce que votre présence remettait en cause un ordre qui n'avait jamais été conçu pour inclure des gens comme vous. Je sentais la tension monter. Certains se mirent à chuchoter. D'autres sortirent leur téléphone, peut-être pour enregistrer, peut-être pour envoyer des messages à des collègues d'autres succursales qui suivaient la retransmission en direct. Le PDG se pencha en avant, les coudes sur la table, désormais pleinement attentif. J'ai ouvert mon sac calmement. J'en ai sorti l'enveloppe. Je l'ai brandi bien haut, à la vue de tous, sans l'ouvrir pour l'instant. J'ai simplement laissé sa présence être remarquée. J'ai laissé les appareils photo immortaliser l'instant. Il y a 3 semaines, je suis resté tard au bureau, ai-je raconté, la voix ferme mais chargée d'une émotion contenue. Je terminais un rapport. Un rapport important sur les résultats financiers du trimestre. Des chiffres qui allaient être présentés aux investisseurs, aux actionnaires, au conseil d'administration. Des chiffres qui allaient déterminer les primes, les promotions, les décisions stratégiques. Et en passant devant le bureau de mon supérieur pour éteindre la lumière qu'il oublie toujours d'éteindre, j'ai vu des documents sur son bureau. Mon patron s'est levé. Il s'est littéralement levé de sa chaise, pâle, la bouche légèrement ouverte, essayant de dire quelque chose mais incapable d'articuler un mot. Le PDG a posé la main sur son bras, lui demandant silencieusement de se rasseoir. Il a obéi, mais semblait sur le point de s'évanouir. Des documents relatifs au virement de fonds. Des factures. Des courriels. Des choses qui n'ont rien à faire là, éparpillées, sans protection, comme si l'arrogance était telle que même les précautions élémentaires semblaient superflues. Car après tout, qui se soucierait de l'employé invisible qui nettoie le désordre et éteint les lumières? Je tenais l'enveloppe à 2 mains, comme si elle était sacrée. Ou dangereuse. Peut-être les deux. Et savez-vous ce que révèlent ces pages? Demandai-je, laissant la question planer quelques secondes. Elles révèlent que tout ce qui brille ici n'est pas or. Elles révèlent que certaines de nos valeurs les plus proclamées ne sont qu'une façade. Elles révèlent que, tandis que des employés ordinaires sont licenciés pour 5 minutes de retard ou des erreurs dans un tableur, certains détournent des sommes considérables en toute impunité. Le murmure s'estompa. Les voix se chevauchaient. Des chaises raclaient le sol. Quelqu'un a crié quelque chose d'incompréhensible. Le PDG a fait signe à l'équipe technique, voulant sans doute couper mon micro, mais le coordinateur de l'événement a hésité. Parce que j'étais l'orateur officiel. Parce que couper mon micro aurait été admettre qu'il y avait quelque chose à cacher. J'ai regardé mon patron droit dans les yeux. Il m'a fixé du regard, et dans ce regard, il n'y avait que de la peur. Pas la peur de perdre mon emploi. La peur de tout perdre. Ma réputation. Ma liberté. Mon avenir. Et puis j'ai prononcé les mots qui ont tout changé. Mais avant de révéler les noms et les détails, je voudrais vous poser une question à tous. Un silence absolu régnait. Comme si l'air avait été volé. 200 personnes étaient figées, attendant, certaines la main sur la bouche, d'autres penchées en avant comme pour mieux comprendre ce qui se passait. Même les serveurs s'étaient arrêtés net, leur plateau oublié à la main. Combien d'entre vous ont déjà eu le sentiment de ne pas être à leur place quelque part? Ai-je demandé, la voix plus douce, presque intime. Combien d'entre vous sont déjà entrés dans une pièce et ont remarqué, à travers des regards, des silences, des conversations qui s'éteignaient à votre arrivée, que votre présence était tolérée, et non célébrée? Que vous étiez là malgré qui vous êtes, et non grâce à qui vous êtes? J'ai vu des têtes se baisser. Des regards se détourner. Car chacun dans cette pièce, même les privilégiés, même ceux qui n'avaient jamais subi de discrimination raciale, avait déjà ressenti une forme ou une autre de cette exclusion. Chacun avait déjà été, quelque part, un étranger. La différence, c'est que pour certains, c'était une expérience ponctuelle. Pour moi, c'était quotidien. Ce soir, en arrivant à ce bal, mon supérieur m'a interpellé à l'entrée. J'ai discrètement désigné son nom du doigt. Tous les regards se sont tournés vers lui. Il s'est recroquevillé sur sa chaise, tentant de se faire petit, invisible, comme s'il pouvait disparaître sous le poids de tous ces regards. Il m'a dit que je n'avais rien à faire là. Que cet événement était réservé aux directeurs et aux partenaires stratégiques. Que c'était une question de prestige. Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence. Profil, ai-je répété, laissant planer le mot, lourd de sens. Un mot intéressant, n'est-ce pas?
Si neutre en apparence. Si pratique. Parce qu'on peut dire « profil », sans avoir à dire ce qu'on pense vraiment. On n'a pas à admettre qu'on juge sur la couleur de peau, l'âge, le sexe, la classe sociale. On dit juste « profil » et le tour est joué. La discrimination est présentée sous un emballage cadeau. Mon patron tenta de se relever, mais le PDG le retint plus fermement cette fois. Non pas pour le protéger, mais pour l'empêcher d'aggraver la situation. Car tout ce qu'il dirait désormais, toute tentative de se défendre, serait enregistré, diffusé, immortalisé. Le PDG le savait. Même sans bien comprendre ce qui se passait, il savait qu'il valait mieux me laisser terminer. Mais ce que mon supérieur ignorait, poursuivis-je en serrant l'enveloppe contre ma poitrine, c'est que je n'étais pas là en simple invité. J'étais là en tant que conférencière. Invitée par le service des ressources humaines pour parler d'éthique, de transparence, des valeurs qui sont censées nous guider. Je me suis approché du bord de la scène. Les projecteurs, d'une lumière chaude, éclairaient mon visage et je distinguais parfaitement les premiers rangs. J'ai aperçu une femme d'un certain âge, peut-être le mien, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. J'ai vu un jeune homme noir, l'air de quelqu'un qui venait enfin d'entendre quelqu'un exprimer à voix haute ce qu'il avait toujours ressenti sans jamais parvenir à formuler. J'ai vu des visages perdus, des visages mal à l'aise, des visages qui auraient voulu être n'importe où ailleurs. Il m'a dit que je n'avais pas ma place ici. Et vous savez quoi? Il avait raison. Je suis restée longtemps silencieuse. J'ai laissé le chaos s'installer. Je n'ai pas ma place dans les endroits bâtis sur des mensonges. Je n'ai pas ma place dans les environnements où la compétence compte plus que l'apparence. Je n'ai pas ma place dans les espaces où les gens travaillent pendant 20, 30 ans et restent invisibles pendant que d'autres grimpent les échelons en les écrasant. J'ai ouvert l'enveloppe. Lentement. Comme on ouvre une vieille lettre qui dévoile un secret gardé depuis des décennies. J'en ai sorti les pages. 8 feuilles imprimées. Je les tenais à hauteur de poitrine pour que les appareils photo puissent les capturer, sans toutefois en révéler les détails. Ces pages racontent une histoire différente de celle que vous avez entendue jusqu'à présent. L'histoire de la disparition de fonds destinés à des projets censés profiter aux employés. L'histoire de la manipulation de rapports pour dissimuler des détournements de fonds. L'histoire d'une personne très influente qui a abusé de son pouvoir non pas pour construire, mais pour voler. Le directeur financier se leva brusquement et quitta la pièce. Il ne courut pas. Il marcha d'un pas rapide, à grands pas, comme si chaque seconde était une torture. Personne ne tenta de l'arrêter. Tous étaient trop absorbés par mes paroles pour remarquer son départ. Mais moi, je l'ai vu. Et j'ai compris. Il savait que son nom figurait lui aussi sur ces pages. Pendant des années, j'ai accepté ma place. J'ai accepté d'être invisible. J'ai accepté de faire le travail pendant que d'autres s'attribuaient le mérite. J'ai accepté les remarques subtiles, les regards dédaigneux, les opportunités refusées sans explication. Parce qu'on m'avait dit que c'était comme ça que ça fonctionnait. Que je devais être reconnaissante d'être là. Que si je me plaignais, on me considérerait comme problématique, difficile, incompétente. Ma voix tremblait légèrement. Non pas de peur, mais d'émotion contenue. Après des années de silence qui enfin laissaient place à la parole. Mais découvrir que la personne qui m'a humilié aujourd'hui est aussi celle qui a détourné des ressources destinées à aider des gens comme moi. Cela a tout changé. Car il ne s'agissait pas seulement de me maintenir à ma place. Il s'agissait de tout un système conçu pour protéger ceux qui volent et punir ceux qui osent remettre en question. J'ai regardé droit dans les caméras. Pas mon patron. Pas le PDG. Les caméras. Tous ceux qui regardaient dans les agences. Tous ceux qui verraient cette vidéo plus tard. Chaque femme noire, chaque employé invisible, chaque personne réduite au silence. Voici donc ma question. Que faisons-nous lorsque nous découvrons que les gardiens de l'éthique sont ceux qui la violent le plus? Que faisons-nous lorsque nous réalisons que les règles existent pour contrôler certains et en protéger d'autres? Que faisons-nous lorsque le silence devient complicité? J'ai soulevé à nouveau les pages. Parce que j'ai ici les noms, les dates, les montants. Et dans exactement 30 secondes, je vais commencer à lire. 30 secondes, c'est étrange. Trop court pour changer d'avis. Trop long pour quelqu'un qui attend le choc. Dans ce silence suspendu, je voyais les gens assimiler ma promesse. Certains sortaient déjà leur téléphone, prêts à filmer. D'autres jetaient des regards nerveux vers les sorties, comme s'ils envisageaient de fuir avant que leur secret ne soit dévoilé. Car dans ce genre d'endroit, personne n'est irréprochable.
Chacun a quelque chose à cacher. Mon patron a enfin trouvé la force de parler. C'est de la diffamation, a-t-il dit, assez fort pour que son micro capte la voix. Sa voix tremblait. On ne peut pas proférer des accusations sans fondement lors d'un événement d'entreprise diffusé en direct. C'est. Vraiment. Ai-je conclu. C'est ça qui te fait peur? Pas l'accusation. La vérité. Le PDG se leva, ajustant son costume comme si cela pouvait rétablir un semblant d'ordre dans le chaos qui régnait dans la salle. Helena, dit-il, utilisant mon prénom pour la première fois depuis des années. Je pense qu'il vaut mieux que nous en discutions en privé. Ce sont des allégations graves qui doivent faire l'objet d'une enquête par les voies appropriées, et non sur une estrade devant. Devant qui? Ai-je interrompu, d'une voix ferme mais non agressive. Devant les actionnaires? Les employés? Les clients? Tous ceux qui croient en l'intégrité de cette entreprise? Ou voulez-vous dire que ces conversations doivent se tenir à huis clos, où les témoins peuvent être réduits au silence et les preuves disparaître? J'ai perçu le dilemme dans son regard. Il savait que toute tentative de me faire taire serait interprétée comme un aveu de culpabilité. Mais me laisser poursuivre signifiait perdre tout contrôle du récit. Il n'y avait pas d'issue favorable. Seulement des catastrophes plus ou moins graves. Les voies hiérarchiques appropriées, ai-je répété, savourant presque l'ironie. Savez-vous combien de fois j'ai utilisé ces voies ces 23 dernières années? Combien de fois ai-je signalé des irrégularités, pointé du doigt des problèmes, suggéré des améliorations? Et savez-vous ce qui s'est passé? Rien. Ou pire que rien. On m'a traité de difficile, de conflictuel, de quelqu'un qui ne sait pas travailler en équipe. J'ai contemplé les pages entre mes mains. Leur poids me paraissait insignifiant. C'étaient des carrières entières, réduites à des chiffres et des dates. C'étaient des familles qui dépendaient de ces salaires volés. C'étaient des rêves reportés, des opportunités manquées, des vies brisées par une cupidité déguisée en stratégie d'entreprise. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu pour détruire qui que ce soit, dis-je, et je vis la surprise et la confusion sur leur visage. Car si ce n'était pas pour détruire, quel était l'intérêt? Je suis venu pour offrir un choix. Le même choix qui ne m'a jamais été offert. La chance de faire le bien avant qu'il ne soit trop tard. J'ai téléchargé les pages. Je ne les ai pas enregistrées. Je les ai simplement téléchargées, les laissant visibles mais ne constituant plus une menace dans l'air. Vous avez 72 heures, ai-je annoncé, ma voix résonnant clairement dans le hall. 72 heures pour que les responsables se présentent. Qu'ils avouent leurs actes. Qu'ils restituent ce qu'ils ont volé. Qu'ils assument les conséquences avec dignité au lieu d'être exposés dans la honte. Mon patron a ri. C'était un rire bref, presque hystérique. Tu crois vraiment que quelqu'un va se rendre à cause de menaces en l'air? Tu n'as rien. Tu bluffes. Vous bluffez, ai-je répété. Je me suis de nouveau approché du bord de la Seine, cette fois en le regardant droit dans les yeux. Un virement de 340 000 réaux sur un compte au nom de Marcia Rodriguez Costa, le 17 mars de l'année dernière. Marcia Rodriguez Costa. N'est-ce pas le nom de jeune fille de votre femme? Le silence qui suivit fut différent. Ce n'était plus du suspense, mais un choc. Car désormais, cela avait un nom, une date, une valeur précise. Ce n'était plus une accusation vague, mais une preuve concrète. Il devint de nouveau livide. Sa femme, assise 3 places à sa gauche, porta la main à sa bouche. Non par solidarité, mais par horreur. Parce que peut-être elle ignorait tout. Ou peut-être qu'elle savait et qu'elle réalisait maintenant que tous les autres le savaient aussi. Une fausse facture de la société Delta Consultoria d'un montant de 180 000 réaux, émise en mai, poursuivis-je d'une voix d'un calme clinique. Une société dont le directeur financier est, curieusement, associé commanditaire. Des voyages de motivation à Barcelone annulés à la dernière minute, avec un remboursement de 200 000 réaux qui n'est jamais revenu dans les caisses de l'entreprise. À chaque nouvelle apparition d'un nouveau personnage, je voyais les gens pâlir. Pas seulement les coupables. Mais tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient compris qu'ils savaient, avaient vu ou entendu quelque chose, et avaient choisi de l'ignorer. La complicité silencieuse reste de la complicité. 72 heures, ai-je répété. Non pas pour s'échapper. Pour choisir comment ils veulent affronter cela. Par des aveux ou par une révélation totale. Avec un semblant de dignité ou par une humiliation complète. Car ces pages que je tiens ici ne sont pas les seules copies. Elles sont mises en sécurité.
Protégé. Et si quelque chose m'arrive, s'ils essaient de me licencier, de me faire taire, de me menacer, ils contactent automatiquement le fisc, la police fédérale, la presse. J'ai plié les pages avec soin. Je les ai remises dans l'enveloppe. Je les ai rangées dans mon sac. Chaque geste était délibéré, contrôlé, comme un rituel. Je ne suis pas venu ici pour me venger, ai-je déclaré, m'adressant de nouveau directement aux caméras, la voix plus douce mais paradoxalement plus forte. Je suis venu chercher justice. Et il y a une énorme différence entre les deux. La vengeance est émotionnelle, destructrice, et n'a d'autre but que de faire souffrir. La justice, c'est la réparation. C'est faire en sorte que le système fonctionne comme il se doit. C'est garantir que ceux qui volent en subissent les conséquences et que ceux qui travaillent honnêtement soient protégés. J'ai vu des larmes sur certains visages. Pas ceux des coupables. Ceux qui comprenaient. Ceux qui vivaient leur propre version de cette invisibilité. Ceux qui portaient un lourd silence, car ils sentaient qu'il n'y avait pas d'autre solution. Le choix vous appartient donc, ai-je conclu. Vous avez 72 heures pour décider quel genre d'entreprise vous voulez être. Une entreprise qui protège les voleurs ou une entreprise qui protège les valeurs. Une entreprise qui étouffe les plaintes ou une entreprise qui les prend au sérieux. Une entreprise qui juge les gens à la couleur de leur peau ou une entreprise qui les juge au caractère. Je suis descendu de scène en silence. Personne n'a applaudi. Personne n'a hué. C'était trop profond pour une réaction simpliste. J'ai remonté l'allée centrale tandis que les gens s'écartaient pour me laisser passer, comme si je portais quelque chose de sacré ou de trop dangereux pour être touché. Et quand je suis arrivé à la porte, alors que j'allais quitter cette pièce où j'avais été humilié quelques heures auparavant, j'ai entendu mon patron crier derrière moi. « Tu vas le regretter. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Je me suis arrêté. Je me suis retourné lentement. Et j'ai souri. « Non, ai-je répondu. C'est vous qui ne savez pas. » J'ai quitté cette pièce avec l'impression de marcher au ralenti. Les sons autour de moi semblaient étouffés, lointains, comme si j'étais sous l'eau. Mes pas résonnaient dans le couloir désert menant à la sortie, et chaque écho sonnait comme un adieu à une vie. Car je savais que rien ne serait plus jamais pareil après cette nuit. Ni pour moi, ni pour eux. L'air froid de la nuit m'accueillit lorsque je franchis les portes principales. J'inspirais profondément, emplissant mes poumons d'un air mêlé de liberté et de peur. Mes mains tremblaient, l'adrénaline finissant par me submerger après toute la maîtrise stratégique que j'avais conservée sur scène. Je m'appuyai un instant contre le mur du bâtiment, juste pour me stabiliser, sentant le béton glacé contre mon dos. J'ai pris mon téléphone. 17 messages non lus. 9 appels manqués. Et seulement 11 minutes s'étaient écoulées depuis que j'avais quitté la scène. J'ai ouvert l'application d'actualité de l'entreprise et là, c'était écrit « #éthique entreprise en tendance ». Une vidéo de dénonciation lors d'un gala devient virale. À peine 15 minutes s'étaient écoulées et Internet avait déjà transformé ces 7 minutes en un sujet de conversation pour des milliers de personnes. J'ai rapidement parcouru quelques commentaires. Cette femme est une héroïne. Enfin quelqu'un qui a eu le courage. Combien d'entre nous ont vécu la même chose? Mais il y en avait aussi d'autres, elle aurait dû suivre les voies internes. Rendre l'affaire publique est un manque de professionnalisme. Elle a probablement été licenciée, et elle est furieuse. Il y a toujours des gens qui trouvent le moyen de justifier l'injustifiable, de blâmer ceux qui dénoncent plutôt que ceux qui commettent le crime. Mais ce qui m'a surpris, c'est l'ampleur du phénomène. En moins de 20 minutes, la vidéo avait déjà frôlé les 100 000 vues. Partagée dans les groupes d'employés, discutée sur les forums de droit du travail, analysée par des consultants en conformité et commentée par des journalistes économiques, elle m'avait complètement échappé et avait pris une ampleur incontrôlable. Et c'était exactement ce que j'avais prévu. 72 heures, c'était trop court pour dissimuler des preuves, mais suffisant pour que la pression publique fasse le travail que les voies internes n'avaient jamais accompli. C'était le temps nécessaire aux actionnaires inquiets pour exiger des explications. Aux juristes d'entreprise pour limiter les dégâts. Aux autorités de régulation pour commencer à poser des questions embarrassantes. J'ai commandé un taxi avec l'application et j'ai attendu, adossé au mur, en observant les gens quitter la soirée dansante. Des couples, l'air perplexe, chuchotaient. Des cadres au téléphone, le visage crispé. Une femme s'est arrêtée près de moi, faisant semblant de chercher quelque chose dans son sac, mais je savais qu'elle voulait me parler. Elle m'a jeté un coup d'œil en coin, a pris une grande inspiration et a fini par dire « Merci. J'avais besoin de voir ça. »
Je ne lui ai pas demandé son nom. Je ne lui ai pas demandé son histoire. J'ai simplement hoché la tête. Car j'avais compris que cela ne concernait plus seulement mon patron et moi. Il s'agissait de toutes les fois où des gens comme nous avaient été réduits au silence. De toutes les injustices restées cachées parce que les dénoncer semblait plus risqué que de les subir. Le taxi est arrivé. Je suis monté. J'ai donné mon adresse. Et tandis que le chauffeur traversait les rues illuminées de la ville, j'ai commencé à réfléchir à la suite. Car faire le premier pas, rédiger le rapport, n'était que le début. Ce qui se passerait dans les 72 heures suivantes déterminerait s'il s'agirait d'une victoire significative ou simplement d'une autre histoire de courage puni. Mon portable vibra. C'était un courriel du service juridique de l'entreprise. Objet: réunion urgente demain à 9 heures. Ce n'était pas une demande, mais une convocation. Je m'y attendais. Ils allaient tenter de m'intimider, me faire signer des accords de confidentialité, peut-être même me proposer de l'argent pour que l'affaire soit classée. Mais je connaissais le scénario. J'avais passé 23 ans à étudier les rouages de ce système. Un autre courriel. Cette fois, il provenait d'une adresse inconnue. Objet: j'ai aussi des preuves. Je l'ai ouvert avec précaution. Il venait d'une personne du service informatique, utilisant un compte anonyme. Le message était bref. J'ai des enregistrements de courriels supprimés. Je peux vous aider si vous promettez de protéger mon identité. Et c'est à ce moment précis que j'ai pleinement compris la portée de mon acte. Il ne s'agissait pas seulement de dénoncer 2 ou 3 coupables. Il s'agissait de créer un espace sûr où d'autres puissent s'exprimer. Où d'autres voix réduites au silence puissent trouver le courage de se faire entendre. Où le système qui protégeait les puissants commence à se fissurer sous le poids de sa propre corruption. J'ai répondu rapidement. Votre identité sera protégée. Envoyez ce que vous avez. 3 autres messages sont arrivés dans les minutes qui ont suivi. Des employés de différents services. Tous avec des histoires. Tous avec des preuves. Tous attendant simplement que quelqu'un ouvre la première brèche pour pouvoir rapprocher les murs. Expliquez ce que vous feriez si vous aviez des preuves d'injustice sur votre lieu de travail, car c'est une question à laquelle beaucoup se posent en silence, ne sachant pas si le risque en vaut la peine ou s'il y aura quelqu'un pour les soutenir. Je suis rentré chez moi. Un petit appartement sans prétention que je louais depuis des années, faute d'avoir pu économiser suffisamment pour m'acheter le mien avec mon salaire. J'ai éteint la lumière et me suis assise sur le canapé, dans le noir, mon visage éclairé seulement par la lumière de mon téléphone. Les notifications affluaient. La vidéo avait déjà dépassé les 500 000 vues. Puis l'appel est arrivé. Numéro inconnu. J'ai répondu par instinct. Elena Ferreira. La voix était féminine et professionnelle. Je suis le docteur Patricia Mendes, du parquet du travail. J'ai vu votre vidéo. Nous devons parler. Mon cœur s'est emballé. Non pas par peur, mais par espoir. Car cela signifiait que je n'étais plus seul. Que des personnes dotées d'un véritable pouvoir, et pas seulement d'un pouvoir d'entreprise, étaient attentives à la situation. Je suis disponible, ai-je répondu d'une voix ferme malgré mon tremblement intérieur. Demain, 10 heures. Apportez toutes les preuves en votre possession. Et Elena? Elle marqua une pause. Vous avez été très courageuse. Mais le courage sans stratégie est dangereux. Nous veillerons à votre protection. J'ai raccroché. J'ai regardé mon téléphone. Les milliers de messages. La vidéo qui continuait de tourner, visionnée par de plus en plus de personnes chaque seconde. Le nombre croissant de plaintes anonymes qui affluaient dans ma boîte de réception. Les 72 heures avaient commencé. Et je ne me contentais plus de laisser le choix aux coupables. Je bâtissais un dossier si solide qu'aucun avocat coûteux, aucune relation influente, aucune tentative de dissimulation ne pourrait le faire disparaître. Car cette fois-ci, le monde entier regardait. Les 72 heures s'étirèrent comme une éternité condensée en quelques jours. Chaque minute semblait contenir des heures de tension. Chaque notification sur mon téléphone faisait battre mon cœur à tout rompre. Je me réveillai le lendemain après seulement 3 heures de sommeil, d'un sommeil agité peuplé d'images fragmentées du bal, de la scène, des visages stupéfaits qui me fixaient. La réunion avec le service juridique de l'entreprise s'est déroulée exactement comme je l'avais imaginé. Une salle de réunion au 10e étage, une table en verre poli, des fauteuils en cuir et 4 avocats en costume impeccable m'attendaient, arborant des expressions allant d'une hostilité contenue à une curiosité professionnelle. Ils ont commencé par le discours convenu. Ils ont parlé de « procédures internes »,
des atteintes à la réputation de l'entreprise, et de la façon dont les révélations publiques nuisent à tous les employés, et pas seulement à la personne mise en cause. Je les ai laissés parler. J'ai observé comment ils évitaient soigneusement de mentionner si les accusations étaient vraies ou fausses. Toute la conversation tournait autour de la manière dont je les avais révélées, et non de ce que j'avais révélé. C'est une vieille tactique, détourner l'attention du crime vers la méthode de dénonciation, et faire du lanceur d'alerte le coupable. Une fois leur travail terminé, ils m'ont fourré des papiers dans la gueule du loup. Un accord de confidentialité. Une convention de rupture à l'amiable. Une généreuse indemnité de départ, 3 fois supérieure à ce à quoi j'aurais eu droit. Le tout en échange de mon silence. Le but? Faire disparaître l'affaire discrètement pendant qu'ils menaient une enquête interne. Et les coupables? Ai-je demandé sans toucher au papier. Que leur arrive-t-il pendant que je signe et que je m'en vais tranquillement? Un silence gênant s'installa. Un des avocats ajusta ses lunettes. Cela sera réglé en interne, par les voies appropriées. Les mêmes chaînes qui n'ont pas fonctionné ces 23 dernières années. Plus de silence. Je me suis levé. Merci pour votre offre, mais je la décline. À bientôt au bureau du procureur. J'ai quitté cette pièce en sachant que j'avais rompu tout lien. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. C'était justice absolue ou destruction totale. Il n'y avait pas de juste milieu. La rencontre avec le docteur Patricia du parquet fut tout à fait différente. C'était une femme noire d'une 40aine d'années, les cheveux bouclés relevés en chignon, et un regard perçant qui semblait décrypter chaque document que je présentais. J'avais tout apporté, les photos des courriels, les tableaux que j'avais comparés, les relevés de virements bancaires et les nouveaux éléments que j'avais reçus des employés anonymes au cours des dernières 24 heures. Elle examina chaque page en silence. De temps à autre, elle prenait des notes, encerclait un passage, comparait des dates. Et lorsqu'elle eut terminé, elle me regarda avec une expression que je ne parvins pas à déchiffrer. « Vous comprenez bien que ça va empirer avant de s'améliorer, n'est-ce pas ?» dit-elle en posant ses coudes sur la table. « Ils vont vous attaquer. Ils vont fouiller votre vie, chercher la petite bête, essayer de vous discréditer. Ils vont utiliser tous les moyens légaux et illégaux pour vous faire passer pour le méchant de cette histoire. Je sais. Et malgré tout, tu vas passer à autre chose. Quand même. » Elle hocha la tête, un soupçon de respect brillant dans ses yeux. « Alors faisons les choses correctement. Il faudra que vous formalisiez tout. Une déclaration enregistrée, signée, contresignée. Et il me faudra les noms de toute autre personne susceptible de détenir des informations. Il faut protéger les identités, ai-je répondu fermement. Sans protection, personne ne parlera. Et si davantage de personnes ne prennent pas la parole, l'affaire sera limitée. Je suis d'accord. Je vais demander une protection officielle pour toutes les personnes impliquées. Et Elena? Dit-elle en se penchant en avant. Tu as aussi besoin de protection. Ne sous-estime pas ce dont les personnes désespérées sont capables. Je suis rentré chez moi avec cette phrase en tête. Protection. Comme s'il s'agissait simplement de sécurité physique. Mais l'attaque que j'allais subir serait bien plus insidieuse. Ce serait l'isolement social. Ce serait l'impossibilité de retrouver un emploi dans mon domaine. Ce serait l'étiquette de « personne à problème » qui me collerait à la peau pour le restant de mes jours. Ce serait le prix invisible que l'on paie pour avoir fait ce qui est juste dans un système conçu pour protéger ceux qui font ce qui est mal. Le lendemain, l'entreprise a publié un communiqué officiel. Nous prenons toutes les allégations au sérieux et menons une enquête interne rigoureuse. L'employé concerné fait l'objet d'une enquête pour violation présumée de la confidentialité et du code de conduite. Remarquez comme ils ont inversé les rôles. C'est moi qui faisais l'objet d'une enquête. Pas les voleurs. Moi. Les réseaux sociaux se sont à nouveau enflammés. Mais cette fois, le ton était différent. Certes, il y a eu un soutien massif, mais aussi des attaques coordonnées. De faux profils diffusaient des informations déformées à mon sujet. De vieilles photos de moi étaient republiées dans des contextes manipulés. Des commentaires affirmaient que j'étais un employé à problème depuis des années, que j'avais un historique de conflits, que j'agissais ainsi par vengeance personnelle après avoir été écarté d'une promotion. C'était un mensonge. Que des mensonges. Mais les mensonges répétés 1000 fois finissent par ressembler à la vérité pour ceux qui ignorent les faits. J'ai reçu des appels d'amis éloignés, inquiets. D'anciens collègues m'ont dit avoir reçu l'ordre de ne plus me parler.
Des fournisseurs avec lesquels j'avais travaillé pendant des années m'ont dit avoir reçu l'ordre de rompre tout contact. L'étau se resserrait. Ils essayaient de m'isoler, de faire de moi un paria, de me faire croire que le coût de la lutte était supérieur à l'avantage de la victoire. Et ça a marché. En partie. Car le 3e jour, à mon réveil, face à une avalanche de notifications, d'attaques et de tentatives de me discréditer, je me suis demandé pour la première fois si cela en valait vraiment la peine. Si ce ne serait pas plus simple d'accepter l'argent, de signer les papiers et de disparaître discrètement, comme tant d'autres avant moi. Puis un message est arrivé. D'un numéro inconnu. Une photo était jointe. C'était celle d'une jeune fille, peut-être 16 ans, noire, en uniforme scolaire, avec un sourire timide. Le message disait simplement « Ma fille a vu votre vidéo. Pour la première fois, elle a dit qu'elle voulait travailler dans un bureau. Qu'elle voulait être comme vous. Merci de lui avoir montré que c'était possible. » J'ai fermé les yeux. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai compris que ce n'était plus à propos de moi. Peut-être que ça ne l'avait jamais été. Il s'agissait de toutes les jeunes filles noires qui grandissent en pensant que certains espaces ne leur sont pas destinés. De toutes les femmes mûres qui pensent avoir déjà perdu toute chance de se battre. De toutes les personnes invisibles qui ont besoin de voir quelqu'un de visible pour croire que c'est possible. Il restait 24 heures avant l'expiration du délai que je m'étais fixé. 24 heures pour que les coupables se rendent, ou pour que je remette officiellement tous les éléments aux autorités. 24 heures pour savoir si le courage suffirait, ou s'il nous faudrait autre chose. Et au fil des minutes, j'ai reçu de plus en plus de messages. De plus en plus de plaintes anonymes. De plus en plus de gens affirmant avoir eux aussi des preuves. De plus en plus de failles dans ce système qui paraissait si solide de l'extérieur. Ils l'ignoraient encore, mais le véritable coup de maître n'avait pas été la vidéo du bal de promo. Il avait consisté à allumer l'étincelle qui allait tout faire exploser de l'intérieur. Le 3e jour se leva sous la pluie. Une de ces averses torrentielles qui transforment la ville en un flou grisâtre, où tout semble plus lent, plus dense, plus réel d'une manière étrange. Je restai un moment à la fenêtre de l'appartement, à regarder les gouttes ruisseler sur la vitre, dessinant des motifs aléatoires qui se dissolvaient avant que je puisse les comprendre pleinement. Mon téléphone a vibré. C'était un message du docteur Patricia. Des nouvelles. Appelez dès que possible. Mon cœur s'est emballé. Ces nouvelles pouvaient vouloir dire beaucoup de choses. Bonnes, mauvaises, voire catastrophiques. J'ai appelé immédiatement. Elena, dit-elle d'une voix lasse, comme si elle avait passé la nuit blanche. Nous avons obtenu des aveux partiels. Le directeur financier s'est rendu. Il a reconnu sa participation au système, mais tente de rejeter la faute sur son supérieur. Il prétend avoir été contraint, qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres. J'ai fermé les yeux. Partiellement. Toujours partiellement. Jamais toute la vérité. Toujours chercher à minimiser, à diluer les responsabilités, à négocier des peines plus légères en échange de coopération. Et mon patron? Il reste silencieux. Ses avocats tentent de négocier, mais il n'a rien admis formellement. Il parie que sans ses aveux, l'affaire sera plus fragile. Mais ça ne tient pas la route, ai-je répondu. Pas avec toutes les preuves. Pas avec la confirmation du directeur financier. Ça ne restera pas comme ça, a-t-elle acquiescé. Mais ce sera plus long. Plus douloureux. Plus public. Il le sait et s'en sert comme monnaie d'échange. Il veut un accord qui minimise les risques. Des arrangements. Toujours des arrangements. Des départs toujours discrets pour ceux qui peuvent se payer des avocats hors de prix. Alors que les employés ordinaires sont licenciés pour fautes graves, même pour des erreurs mineures, les cadres supérieurs négocient des départs honorables, même après avoir détourné des centaines de milliers d'euros. C'est ce soir, dit-il en jetant un coup d'œil à sa montre. Il était 10 heures du matin. 10 heures. S'il ne se rend pas d'ici là, je révélerai tout publiquement. Plus de négociations. Elena, réfléchis bien. Si tu rends cela public avant que la procédure officielle ne soit scellée, il pourrait invoquer un préjudice pour la défense. Cela pourrait compliquer l'affaire. Ou vous pouvez le contraindre à agir. Vous pouvez faire pression sur l'opinion publique pour qu'il achève ce que le système judiciaire tarde trop à faire. Silence à l'autre bout du fil. Elle savait que j'avais raison. Le système était lent. Bureaucratique. Plein de failles pour ceux qui en avaient. Mais l'opinion publique? Ça, c'était rapide. Implacable. Sans ressources ni relations pour l'influencer totalement.
Fais ce que tu juges bon, finit-elle par dire. Mais sache qu'après ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu seras complètement démasqué. Et ils riposteront avec tout ce qu'ils ont. J'ai éteint mon téléphone. Je me suis assis sur le canapé. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais préparé un document détaillé ces 3 derniers jours, 20 pages regroupant toutes les preuves, classées par ordre chronologique. Nom, date, montant, coordonnées bancaires, email, absolument tout, présenté de manière à être compréhensible par tous, même sans connaissance technique en finance d'entreprise. S'il voulait jouer au jeu du silence stratégique, je jouerais au jeu de la transparence totale. À 3 heures de l'après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro privé. J'ai répondu par curiosité. Elena. La voix était masculine, jeune et nerveuse. Vous ne me connaissez pas. Je travaille au service informatique de l'entreprise. C'est moi qui vous ai envoyé ces courriels supprimés. Mon corps s'est instantanément tendu. Ça va? Tu es en sécurité? Pour l'instant. Mais je dois vous prévenir. Ils ont engagé une agence de gestion de crise. Ce n'est pas seulement une défense juridique. C'est une attaque coordonnée. Ils vont diffuser des informations vous concernant dans les prochaines heures. Des informations fabriquées et déformées. Ils vont tenter de détruire votre crédibilité avant l'expiration du délai. J'ai pris une grande inspiration. Je m'y attendais. Mais l'entendre confirmer était différent de l'imaginer. Quel genre d'informations? Je ne connais pas les détails. Mais j'ai entendu quelqu'un du conseil d'administration parler d'antécédents médicaux, de problèmes financiers personnels, et d'une ancienne action en justice liée au droit du travail que vous auriez perdu. Antécédents médicaux. Évidemment. Parce qu'une femme qui dénonce quelque chose est forcément instable, émotive et problématique. Et le procès que j'ai perdu? C'était il y a 15 ans, contre une autre entreprise, pour discrimination raciale. J'ai perdu faute de preuves suffisantes à l'époque. Mais il comptait s'en servir pour me dépeindre comme une employée qui rejette toujours la faute sur les autres pour ses échecs. Merci de m'avoir prévenu, dit-elle. Et merci d'avoir pris ce risque. Ce n'est pas un risque, répondit-il. C'est la chose à faire. J'ai vu trop de choses étouffées ici. Si tu tombes, je parlerai aussi. D'autres parleront. Tu as ouvert la porte. Il nous faut juste avoir le courage de la franchir. J'ai raccroché les larmes aux yeux. Non pas de tristesse, mais d'un sentiment indéfinissable. De la solidarité, peut-être. La prise de conscience que, même seul, je n'étais pas vraiment seul. À 17 heures, les informations ont commencé. L'employé qui a accusé l'entreprise a des antécédents de conflit du travail. Une source interne révèle le comportement contradictoire du lanceur d'alerte. Des experts s'interrogent sur les motivations de cette divulgation publique. J'ai tout lu. Chaque article commandité. Chaque titre manipulé. Chaque commentaire orchestré sur les forums et les réseaux sociaux. Et dans chaque phrase, j'ai ressenti le poids de ce que signifie défier le pouvoir. Comment, au lieu d'attaquer vos arguments quand ils ne peuvent les réfuter, ils s'attaquent à vous. À votre santé mentale. À votre intégrité. À votre histoire. Mais un événement inattendu s'est produit. Les gens ont commencé à réagir. Des journalistes indépendants ont interrogé des sources anonymes. Des spécialistes du droit du travail ont souligné qu'un historique de litige n'invalide pas une plainte actuelle. Des femmes noires ont partagé leurs propres témoignages, expliquant comment elles avaient été qualifiées de « problématiques » lorsqu'elles avaient osé poser des questions. D'anciens et d'actuels employés de l'entreprise sont sortis de l'anonymat pour confirmer la culture toxique que je décrivais. Le récit qu'ils tentaient de contrôler leur échappait. À 19 heures, 2 heures avant la date limite, mon téléphone a sonné. C'était un numéro professionnel. J'ai répondu. Elena. C'était le PDG. La première fois qu'il m'appelait directement en 23 ans. Il faut qu'on parle. En personne. Maintenant. La date limite est 9 heures. Si vous comptez négocier dans le silence, vous perdrez votre temps. Il ne s'agit pas de silence. Il s'agit de justice. De la vraie justice. Pas de la justice que vous imaginez. Il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a interpellé. Ce n'était pas de l'arrogance. Ce n'était pas une menace. C'était de la lassitude. De la défaite, peut-être. Où ça? Ai-je demandé. Mon bureau.
Seul. Pas d'avocat. Pas d'enregistrement. Juste nous deux. Était-ce un piège? Probablement. Mais c'était aussi la première vraie fissure que j'ai vue. Le premier signe que l'édifice, qui paraissait si solide, était en réalité en train de s'effondrer. 30 minutes, ai-je répondu. Et je l'enregistrerai. C'est non négociable. Longue pause. Accepté. J'ai raccroché. J'ai regardé l'heure. J'ai regardé le document sur mon ordinateur portable, prêt à être envoyé en un clic à des dizaines de journalistes et d'organismes de réglementation. J'ai regardé la pluie qui continuait de tomber dehors, inondant la ville et transformant tout. Et je me suis demandé si j'allais assister à une manifestation de justice ou simplement à une version plus sophistiquée d'une dissimulation. Le bureau du PDG se trouvait au dernier étage. Des baies vitrées du sol au plafond, une vue panoramique sur la ville illuminée par la pluie, un mobilier minimaliste qui coûtait plus cher que mon salaire annuel. Il me tournait le dos quand je suis entré, le regard perdu au loin, les mains dans les poches, l'air fatigué. Il ne s'est pas retourné tout de suite. Il est resté là, immobile, comme s'il rassemblait son courage pour dire ce qu'il avait à dire. J'ai ostensiblement allumé l'enregistreur de mon téléphone portable. Je l'ai posé sur la table entre nous. Il l'a regardé, a hoché la tête et n'a pas protesté. 23 ans, commença-t-il, toujours le regard perdu par la fenêtre. Vous avez travaillé ici pendant 23 ans, et je n'ai jamais su votre nom complet jusqu'à il y a 3 jours. Je ne me suis jamais soucié de votre bien-être. Je n'ai jamais remarqué vos heures supplémentaires, vos efforts pour sauver des projets, ni vos tentatives de dissimuler les erreurs de ceux qui gagnaient 3 fois votre salaire. Silence. Seul le bruit de la pluie frappant la vitre se fait entendre. Et vous savez ce qui est pire? Il se retourna enfin, et je vis qu'il était épuisé. Des cernes profondes sous les yeux, les cheveux en bataille, la cravate défaite. Je savais qu'il y avait des gens comme vous ici. Des gens invisibles qui faisaient en sorte que tout fonctionne. Et j'ai choisi de ne pas les voir. Parce que c'était plus facile. Parce que les reconnaître aurait signifié devoir changer. Et le changement est gênant quand on est bien installé au sommet. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence faire son œuvre. Votre supérieur a tout avoué. Complètement. Il y a 1 heure. Quand il a compris que le directeur financier avait déjà parlé, que l'étau se resserrait, qu'il n'y avait plus d'issue. Il s'est enfoncé lourdement dans son fauteuil. Et vous savez ce qu'il a avoué d'autre? Que j'étais au courant. Pas les détails, pas les montants exacts. Mais que je savais que quelque chose clochait et que j'ai choisi de ne pas enquêter davantage. Parce qu'il obtenait des résultats. Parce que les chiffres étaient bons dans les rapports. Parce que poser des questions aurait signifié admettre que je ne savais peut-être pas gérer ma propre entreprise. Mon cœur battait la chamade. C'était plus grave que ce à quoi je m'attendais. C'était un aveu de complicité de la part du sommet de la hiérarchie. Pourquoi me dites-vous cela? Ai-je demandé. Parce que vous m'avez donné 72 heures pour faire ce qu'il fallait. Et j'en ai gaspillé 70 à chercher une solution pour me protéger. Mais il n'y a pas d'issue. Vous avez monté un dossier tellement solide, rassemblé tellement de monde, créé une telle pression publique que toute tentative de dissimulation ne ferait que retarder l'inévitable. Il me regarda droit dans les yeux. Alors je vais faire ce que j'aurais dû faire dès le début. Je vais assumer mes responsabilités. Publiquement. Entièrement. J'ai pris mon téléphone et j'ai vérifié s'il enregistrait. Il enregistrait. Je veux t'entendre le dire. En tant que PDG de cette entreprise, j'ai failli à ma mission de créer un environnement sûr pour le signalement des irrégularités. J'ai manqué à mon devoir de protéger des employés dévoués comme vous. J'ai manqué à mon devoir d'enquêter sur les actes répréhensibles lorsque j'aurais dû le faire. Et maintenant, j'en assumerai les conséquences. Je démissionnerai demain. Publiquement. Avec une déclaration complète assumant la responsabilité institutionnelle des fautes commises sous ma direction. Les larmes me brûlaient les yeux. Non pas de tristesse, mais d'un sentiment qui ressemblait à une victoire, mais qui était bien plus complexe. Car il ne s'agissait pas de vengeance. Il ne l'a jamais été. Il s'agissait de faire en sorte que le système fonctionne comme il se doit. De contraindre ceux qui détiennent le pouvoir à l'utiliser de manière responsable, sous peine d'en subir les conséquences. Et les autres? Ai-je demandé. Ceux qui savaient et qui se sont tus. Une enquête approfondie. Indépendante. Avec un audit externe. Et Elena? Il prit une profonde inspiration.
Je souhaite que vous pilotiez la restructuration du département de la conformité. En toute autonomie. Un salaire à la hauteur de vos responsabilités. Le pouvoir de licencier qui bon vous semble, y compris les cadres supérieurs. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'était tellement absurde que c'en était presque poétique. La femme qui n'avait pas sa place au bal était désormais invitée à remodeler le système qui l'excluait. Pourquoi accepterais-je un emploi dans une entreprise qui me traite de la sorte? Parce que tu peux transformer les choses. Parce que tu as prouvé un courage dont personne d'autre ici n'a fait preuve. Parce que si tu pars maintenant, tu gagnes une bataille, mais tu perds la guerre. Mais si tu restes, si tu utilises cette position, tu peux tout changer. Pour toi. Pour les autres comme toi. Pour tous ceux qui sont invisibles et qui méritent d'être vus. Je suis restée silencieuse, réfléchissant à la situation. Une partie de moi voulait refuser par principe. Mais une autre partie, celle du stratège que j'étais devenu depuis 3 jours, comprenait qu'il avait raison. Partir me procurerait une satisfaction personnelle. Rester impliquerait un changement systémique. Un contrat écrit. Avec des clauses de protection. Une autonomie absolue. Et s'il tente de me saboter, j'ai l'autorisation de rendre publique toute obstruction. J'accepte tout. Je me suis levée. J'ai pris mon téléphone. J'ai mis l'enregistrement en pause. Demain, 9 heures, conférence de presse. Tu démissionnes et tu annonces les changements. Je serai là. Et s'il y a le moindre écart par rapport à ce sur quoi nous nous sommes entendus, j'abandonne tout. Il hocha la tête. Il semblait presque soulagé. Comme s'il pouvait enfin dormir après avoir porté un fardeau de culpabilité qu'il avait feint d'ignorer pendant des années. J'ai quitté le bâtiment à 20h40. 20 minutes avant l'échéance. La pluie avait cessé. L'air embaumait la terre humide et annonçait un nouveau départ. J'ai appelé le docteur Patricia et je lui ai tout raconté. Elle est restée silencieuse pendant de longues secondes avant de dire « Tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. » Les jours suivants, j'ai assisté au déroulement des événements. La démission du PDG a fait la une des journaux nationaux. Mon supérieur et le directeur financier ont été formellement inculpés. L'entreprise a annoncé une restructuration complète. Et moi, la femme qui n'avait pas sa place au gala, je suis devenue celle qui devait veiller à ce que d'autres, comme moi, ne soient plus jamais exclus. Mais la véritable victoire n'était pas le poste obtenu. C'était le message arrivé 3 semaines plus tard. De la part de la mère de cette jeune fille de 16 ans. Il disait « Ma fille a rejoint le conseil des élèves. Elle a dit vouloir changer les règles injustes de l'école. Elle a dit avoir appris de vous que des gens ordinaires peuvent accomplir des choses extraordinaires lorsqu'ils font preuve de courage et de stratégie. Partagez cette histoire si elle vous a touché car il est essentiel de raconter des histoires comme celle-ci, de les diffuser, de rappeler à chacun que la dignité est inaliénable et que la bonté n'a jamais été synonyme de faiblesse. Dites-nous ce que vous feriez à ma place, car ces échanges permettent de transformer les expériences individuelles en un mouvement collectif. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont refusé l'inacceptable, car chaque parcours recèle des leçons précieuses. Aujourd'hui, quand je regarde cette robe de soirée, achetée en 12 fois, suspendue dans le placard, je ne vois pas d'humiliation. Je vois une armure. Je vois l'uniforme que je portais le jour où j'ai décidé que mon invisibilité serait ma plus grande arme. Parce qu'on ne prête jamais attention à ceux qu'on sous-estime. Et c'est l'opportunité qu'il faut saisir pour tout changer. Je m'appelle Elena Ferreira. J'ai 56 ans. Je suis noire. Je suis une femme mûre. Et j'ai découvert que le véritable pouvoir ne vient pas de l'appartenance aux bons endroits, mais du courage de transformer les mauvais. N'attendez pas la permission d'exister pleinement. Ne mendiez pas le respect de ceux qui ne savent pas l'apprécier. Et lorsqu'on vous dit que vous n'avez pas votre place, prouvez que le problème n'a jamais été vous. C'était toujours le lieu qui ne méritait pas votre présence. Car au final, ceux qui doutent le regrettent toujours. Et ceux qui luttent finissent toujours par gagner. Pas toujours comme ils l'imaginent. Pas toujours quand ils le souhaitent. Mais toujours d'une manière qui compte.